Richard Attias, bonjour. Bonjour mon cher Hicham, et content de vous retrouver, ça faisait trop longtemps. Moi aussi. D'abord, ces 2 dernières années ont véritablement bouleversé le monde avec le Covid. D'abord, votre métier a-t-il été véritablement exposé à ce grand changement? Oui et non. D'abord pour nous redéfinir et rappeler un petit peu ce que nous faisons, on a plusieurs casquettes. Très modestement, mes équipes et moi-même travaillons dans un premier volet qui est celui d'être un conseil en stratégie, un conseil en communication à un certain nombre de décideurs politiques, économiques, gouvernements ou institutions internationales. Et ça, c'est un secteur sur lequel les choses ne se sont pas du tout arrêtées. Elles ne sont pas arrêtées parce qu'en ces temps incertains, depuis 2020, plus que jamais, nos interlocuteurs ont besoin d'être appuyés, d'être conseillés modestement, d'être assistés sur le repositionnement, le redéploiement de leur stratégie et de leurs différentes plateformes. Et puis ensuite, il y a l'autre volet de notre domaine de compétences qui est celui d'être un créateur, un curateur, si je puis dire, de plateformes qui sont des conférences internationales, qui sont des événements de tout type. Et là, ça a été, on va dire, un mélange d'événements physiques, d'événements hybrides, d'événements virtuels qui se sont créés. Et ça nous a poussé à nous réinventer complètement à l'occasion d'ailleurs de toute l'année 2020 où nous avions un très, très gros projet puisque nous avons été sélectionnés pour organiser le G20 qui se tenait en Arabie Saoudite et qui ne consiste pas en un seul événement qui est celui de la réunion des chefs d'État, mais chaque G20 donne naissance à 200 événements dans l'année. Au niveau ministériel, au milieu expert, il y a le B20 qui réunit le business, il y a le C20, les leaders de la culture, il y a le Y20, les leaders des jeunes, youth, etc. Et donc, nous avons dû nous réinventer et nous avons créé notre propre plateforme digitale pour permettre que se tiennent des événements virtuels. Et donc, voilà en quoi a consisté les derniers mois qui se sont écoulés. Vous avez dit, vous avez plusieurs types d'activités, mais dans un monde en crise, est-ce que la communication de crise a un sens vraiment? Pour être tout à fait franc, oui, mais pas au sens communication de crise. Plutôt vraiment, et d'ailleurs ça nous a aidé nous-mêmes à nous repositionner. Et si vous me l'accorderez, tout à l'heure, je vous dirai un petit peu comment maintenant on se redéploie à travers 5 grandes spécialités et 5 grands métiers, parce qu'il y a dans toute crise une opportunité et je pense qu'il faut toujours se réinventer. Et je constate énormément que tout le monde se réinvente ou tout le monde a cherché à sortir des sentiers battus. Donc, on y reviendra dans une seconde, y compris à titre individuel, et personnel. Donc, pour revenir à votre question, ce n'est pas la communication de crise, c'est vraiment du pur conseil en stratégie. C'est-à-dire face à cette énorme pandémie, face à des business models qui changent et qui se réinventent, on n'a plus consommé de la même manière, on n'a plus regardé les différentes industries de la même manière. Vous avez vu l'envolée maintenant dans énormément de secteurs sur tout ce qui est le changement climatique, les conséquences du changement climatique. On pense électrique, on pense mieux bio, on pense enfin santé. Et donc, toutes les industries sont affectées, concernées par ces changements. Et c'est là où on a besoin d'une tierce partie de conseils, et c'est le rôle que nous avons joué. Nous avons énormément développé nos activités de conseil pur et de conseil stratégique. Pas de conseil de communication de crise, de conseil stratégique. Et ce conseil stratégique se transforme ensuite en stratégie de communication. Et la stratégie de communication, elle devient très opérationnelle en créant des plateformes qui intègrent ce genre de stratégie. Et puis, nous avons maintenu nos grandes plateformes de dialogue et de collaboration, à l'instar du Future Investment Initiative, qui a été pratiquement l'une des seules conférences internationales qui s'est tenue en personne en octobre 2021 et qui s'était tenue en hybride avec 400 personnes déjà en janvier 2021, puisque nous avons voulu continuer à aller de l'avant en respectant tous les protocoles sanitaires.
Votre expertise nous intéresse au plus haut point, dans cette incertitude mondiale. Nous vivons véritablement dans une forme d'instabilité, une incertitude sur le lendemain. D'abord, comment construire un business model dans cette instabilité et ce côté erratique? Vous posez la question essentielle, comme toujours, à ce que représente aujourd'hui l'économie mondiale et les grands enjeux politiques et économiques. Comment construire un business model en ces temps incertains, et des temps incertains qui sont, à mon avis, la nouvelle norme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ça l'était déjà avant le Covid. Avant le Covid, nous savions que la seule chose qui était certaine, c'était des choses imprédictibles. Oui. Et que nous vivions dans une nouvelle ère qui, à mon avis, va être cette nouvelle génération où on doit être prêt à toutes les hypothèses. On doit être prêt à toutes les hypothèses. Et je dois dire que sur un plan personnel, on me taquine toujours, les membres de ma famille me taquinent parce que ma fille dit toujours que j'ai inventé la paranoïa. Et c'est vrai que j'ai toujours conduit mes affaires en étant parano, c'est-à-dire en me disant, et si le pire arrivait, il faut que j'y sois prêt. Et c'est pour ça que je dois dire que je suis très heureux et très fier que les collaborateurs que nous avons, près d'une centaine de collaborateurs, aient réagi très très vite et ait été extrêmement réactif. Et donc, pour répondre à votre question, comment on fait par rapport à des business models? Je pense qu'on doit bâtir des business models avec toutes les hypothèses, comme certains gouvernements le font en construisant des budgets basés sur un prix du pétrole qui peut aller de 40 $ à 120 $. Et qui donc, il y a plusieurs hypothèses. Sur le monde de l'entreprise, et vous êtes bien placé dans le monde des médias qui a été aussi très affecté, je crois qu'il est important de se préparer à toutes les hypothèses. Quid de l'hypothèse si tout devient en ligne? Quid de l'hypothèse si on devient purement virtuel et hybride, comme vous le faites aujourd'hui à travers cette interview? Ou quid de l'hypothèse si finalement il y a un appétit pour une volonté de revenir et d'être de nouveau présent? Et vous verrez que vos conférences sous l'égide de IC Publications reviendront également au pas. Maintenant, il faut trouver le bon dosage. Parce que je crois que le curseur, il n'est pas à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il est au milieu du business model. Et puis, il y a un autre phénomène qui rentre en jeu, qui est un phénomène très important, ce phénomène que la presse américaine a appelé « the great resignation », la grande démission. Comme vous le savez, il y a eu près de 30 millions d'individus qui avaient un emploi aux États-Unis, mais qui ont décidé de quitter cet emploi et de démissionner dans les 12 mois qui ont précédé. Et j'en connais beaucoup au sein même de ma famille. Un certain nombre de personnes ont décidé du jour au lendemain de dire « cette vie ne me convient plus, je veux échanger de style de vie et je veux commencer à travailler minimum à mi-temps depuis la maison en emploi télétravail et puis voilà, je veux plus aller vers des entreprises de technologie, etc. etc. » Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de bâtir une stratégie, un business model sans tenir compte de ce phénomène de turnover, c'est-à-dire de collaborateurs qui peuvent vous quitter du jour au lendemain, pas parce qu'ils s'ennuient de vous, pas parce qu'ils sont mécontents, mais tout simplement parce qu'ils ont pris conscience de ce qui devenait important et prioritaire dans leur vie. Et donc, ils changent de style de vie, voire même changer de destination. Et on le voit même dans cette tendance qu'il y a eu partout dans le monde, où les gens ont quitté les villes pour aller dans les banlieues, dans des maisons plutôt que des appartements avec un jardin, une petite piscine. Parce que s'il y a un autre phénomène de, comment dirais-je, d'être obligé de se mettre en quarantaine, on préfère être en quarantaine à la campagne que dans un petit appartement. Donc, il y a tous ces paramètres qui sont à mettre en compte et qui font que ça nous donne à nous du travail, puisque c'est tous ces paramètres sur lesquels on doit réfléchir avec nos clients sur cette stratégie de redéploiement. Je vois que votre pensée est en éveil et elle est en constante mutation en fonction de ce qu'on vit. Mais aujourd'hui, comment géolocaliser votre présence? Quelle est la part la plus importante dans cette stratégie? Alors, on a positionné déjà notre groupe maintenant avec un nouveau positionnement. Et ce nouveau positionnement, il correspond, je pense, à ce qu'attendent nos clients et à ce que attendent les marchés. On a créé 5 sous-marques. On a le groupe Richard Attias et Associés, qui est connu sans prétention plutôt comme un groupe de communication stratégique. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Donc, on essaie d'être beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, ça répond à votre question. On a créé une première marque qui s'appelle R&A, Richard Attias et Associés,
advisory and diplomacy. Pourquoi? Oui. Parce que nous faisons de plus en plus de conseils, c'est donc l'advisory, et finalement, quand vous organisez des grandes conférences économiques ou des grands événements sportifs ou des grands événements culturels et que vous mettez toutes ces personnes ensemble de ce même secteur, vous faites de la diplomatie économique, vous faites de la diplomatie culturelle, vous faites de la diplomatie sportive. Et on voit que les relations maintenant entre État et gouvernement, entre secteur public et secteur privé sont basées sur cette diplomatie, ce nouveau écosystème de la diplomatie. Et vous-même, les médias, vous faites de la diplomatie, on va dire, médiatique, parce que c'est très important et que les médias sont devenus un pouvoir aussi d'influence. Donc, il y a ce premier volet, cette première marque, R&A, Advisory et Diplomatie. Ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que les gens ont besoin d'idées. Ont besoin d'idées, ont besoin d'être en connexion avec un grand nombre d'experts internationaux. C'est ce que R&A Lab fait. Nous avons un laboratoire d'idées qui réfléchit en permanence, comme vous le disiez très gentiment, en éveil, pour essayer d'analyser les tendances, les futures tendances, et être en relation en permanence avec nos experts et notre base de données, notre communauté internationale d'experts pour développer du contenu qui alimente ensuite nos plateformes. Ensuite, il y a le troisième volet très important qu'on a constaté avec le Covid et qui est maintenant irréversible, c'est tous les aspects digitaux. Donc, on a créé R&A Metaverse. Pas par essayer de suivre la grande tendance de Facebook qui s'est appelée Meta, mais depuis 2 ans déjà, nous avions lancé un certain nombre de conférences où nous parlions du phénomène Metaverse. Et je crois que ce n'est pas qu'un phénomène de mode, je crois que nous allons aller de plus en plus vers ce qui représentera peut-être 10, 15, 20% de notre quotidien dans un monde virtuel, qui est un monde où on connecte les gens virtuellement. Et d'ailleurs, Bill Gates l'a annoncé encore il y a quelques jours en disant « c'est irréversible, on va vers du métaverse ». Et je crois que nos générations qui sont un peu déconnectées de ce phénomène n'appréhendent pas encore suffisamment bien ce tsunami qui va nous arriver dessus et qui fait que d'ailleurs, on achète des terrains, ça me paraît complètement irréaliste, en immobilier à 4 millions de dollars dans un monde métaverse. Des mariages se sont créés récemment et se sont célébrés dans le métaverse. Bon, c'est un monde qui m'échappe et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai passé le témoin à un certain nombre de collaborateurs qui sont des trentenaires et qui sont d'une génération métaverse, si je puis dire. Aujourd'hui, vous partagez votre temps entre le Moyen-Orient et les États-Unis. D'abord, cette émergence de ce Moyen-Orient en termes d'influence, en termes de diplomatie, vous êtes au cœur des accords d'Abraham. Expliquez-nous cette révolution que vous vivez. Alors, géographiquement, nous avons toujours nos activités aux États-Unis, en Europe à Paris, en Afrique depuis le Sénégal et au Moyen-Orient depuis Dubaï et Riyad, avec une petite antenne en Chine parce qu'il ne faut jamais se déconnecter de l'Asie. Donc, effectivement, le groupe a toujours été présent sur tous les continents, mais depuis 2-3 ans, il y a même pas une émergence, une accélération incroyable sur les pays du Golfe. Et vraiment, ce n'est pas au Moyen-Orient, c'est les pays du Golfe. Ça se reflète à travers l'Expo universelle qui a lieu à Dubaï et qui se terminera en mars, mais ça se lie aussi à tous les projets qui sont de tout ordre, industriels, politiques, économiques, culturels et j'en passe, industriels et visionnaires, dans la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui est le gros pays des pays du Golfe. Un pays avec 30 millions d'habitants, donc il y a déjà la masse démographique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit dans nos professions et même dans les vôtres un emballement réellement depuis 2-3 ans, un emballement dans cette partie du monde où effectivement, d'abord, les conditions de la pandémie ont été merveilleusement bien maîtrisées. L'Arabie Saoudite vient d'être reconnue avant-hier comme étant le 2e pays qui a maîtrisé le mieux les protocoles sanitaires et qui a une campagne de vaccination incroyable. Moi-même, j'ai eu mes 3 doses en Arabie Saoudite entre janvier 2021 et octobre 2021, et sans être dans un drame tel qu'on les a connus en Europe, où il est très difficile de se faire vacciner, etc., etc. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui le monde et l'économie mondiale a shifté, a switché, a basculé de l'ouest vers l'est, et l'épicentre, le barycentre, se trouve ici, dans les pays du Golfe. Et la péninsule arabique au sens large,
entre oui, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite et même des pays à taille plus modeste comme le Bahreïn et Oman tirent leur épingle du jeu. Et il y a dans tous les domaines, y compris dans les domaines culturels, artistiques, l'entertainment, le sport, avec le oui. Dakar qui se situe, qui a lieu ici, les Mhm. Grands Prix de Formule 1. 4 Grands Prix de Formule 1 mondiaux ont lieu Oui, dans la péninsule arabique, au Bahreïn, à Abu Dhabi, à Doha et à Jeddah. Donc, il y oui. a effectivement, et le hasard fait que nous, depuis 20 ans, nous sommes actifs dans cette partie du monde. Donc, forcément, nous faisons partie maintenant de l'écosystème qui se crée ici. Il y a tellement de sujets importants qu'on veut aborder dans cet entretien. D'abord, il y a autre chose qui, au-delà de ce que vous dites, les accords d'Abraham qui changent la donne complètement entre Israël Oui. et les pays arabes. Comment voyez-vous Et je pense que ce n'est que le début. Je pense que ce n'est que le début. Très gentiment, vous l'avez rappelé, j'ai modestement contribué à ce que sont devenus les accords d'Abraham, tout simplement en organisant en 2019, en juin 2019, ce qui était les prémices des accords d'Abraham, c'est-à-dire Mhm. la grande conférence Peace to Prosperity, for Prosperity, Mhm. qui a été organisée au Bahreïn sous l'égide de la Maison Blanche avec l'équipe de Jared Kushner, à l'époque conseiller spécial du président Trump. Et donc, on Oui. nous avait sollicité pour essayer de monter cette conférence. Et j'ai trouvé ce projet formidable car chacun sait combien, depuis mon plus jeune âge, ma passion, c'est de militer pour la paix et la tolérance entre les peuples. Moi qui suis né au Maroc et qui ai été au berceau d'un pays multiculturel qui d'ailleurs a rejoint les accords d'Abraham très vite. Et donc, effectivement, cette conférence a permis de montrer le potentiel économique que représenterait enfin une paix stable et solide. Et donc, je pense que ça n'est pas un épiphénomène. Je vois que ça se concrétise avec ce que font les Émirats et Israël, avec ce que font également le Maroc et Israël. Et je pense que les accords d'Abraham vont être étendus au-delà du Moyen-Orient pour montrer que ces conflits-là sont devenus dépassés. Et je pense que certains pays africains vont rejoindre les accords d'Abraham, Mhm. comme l'a fait le Soudan. Je pense que même des pays européens vont rejoindre les accords d'Abraham, parce que ces accords d'Abraham sont beaucoup plus globaux que la relation entre les pays arabes et Israël. Et je Donc, pense que ce conflit du Moyen-Orient, qui date depuis des décennies et qui a pourri les relations internationales pendant des années, on mhm. est arrivé aujourd'hui à des générations de jeunes qui veulent la paix. On a déjà suffisamment de difficultés économiques, de Mhm. difficultés culturelles, de difficultés existentielles pour en plus s'embarrasser de problèmes où personne ne comprend rien. Et on veut aujourd'hui régler ces problèmes de territoire et on veut que les peuples vivent en paix et en harmonie. Et ça, Au- je ne pensais pas le voir de mon vivant. Et j'espère que ces Au-delà accords vont rester dans le marbre. Au-delà de cette idée de partenariat, de coprospérité, est-ce que concrètement, quel est le combustible de cette relation, de ces accords? Qu'est-ce que ça va Je crois qu'il faire y a deux combustibles. Il y a d'abord un combustible entre leaders intelligents. Et ça, c'est très important. C'est le vrai premier combustible qui va au-delà du second combustible qui sont les intérêts économiques et financiers. Mais je vais Mhm. m'arrêter 2 minutes sur le premier combustible. Le premier combustible, c'est ce que j'appelle le leadership. Beaucoup Mhm. de crises, on les associe avec des crises financières ou des crises économiques ou des crises politiques, mais c'est d'abord et avant tout des crises de leadership. Ce que Mhm. l'on voit d'ailleurs en Afrique, avec ces coups d'État à répétition et des pays qui tombent les uns après les autres comme des dominos, territoires que vous connaissez par cœur. Oui. Le Mali, la Guinée, comment Le dirais-je, Burkina. le Burkina, et il y a quelques jours, un coup d'État avorté apparemment en Guinée-Bissau, mais qui montre la fragilité de tous ces pays, vient du Oui. fait qu'il n'y avait pas un leadership fort. Il n'y a pas de leadership fort et il faut l'admettre. Et donc, il faut se poser des questions en disant qu'est-ce qu'on doit faire désormais pour que le leadership soit fort, mais qu'il soit reconnu par les peuples et appuyé par les peuples. Parce que Mhm. tous ces colonels qui dégomment des chefs d'État à répétition, ils ne le font pas pour s'amuser, ils le font parce qu'ils savent qu'il y a une partie de l'opinion publique qui les appuiera. Donc Mhm. aujourd'hui, ces accords d'Abraham, pour revenir, et ce phénomène de paix, le Mhm. premier carburant à combustible, c'est parce qu'il y a un leadership fort dans certains pays qui a envie
d'avancer et de marquer l'histoire avec la paix. C'est ce qu'on retrouve avec Mohamed Ben Zayed dans les Émirats arabes unis, c'est ce qu'on retrouve avec Sa Majesté Mohamed VI au Royaume du Maroc, c'est ce qu'on retrouve avec le roi du Bahreïn, et j'en passe. Et il faut reconnaître, beaucoup aiment ou détestent Donald Trump, mais en tout cas, l'administration américaine sous Trump a réussi à aller dans cette direction. C'est un des acquis et des choses qu'ils ont réussi. Le deuxième carburant, incontestablement, c'est d'aller vers la prospérité économique. Parce que qui dit paix dit que tout de suite, on rétablit des relations économiques, et que qui dit des relations économiques dit une expansion économique et des créations d'emplois. Regardez comment le tourisme, avant la pandémie, a réexplosé positivement au Maroc grâce aux avions qui venaient d'Israël à raison de 3 vols ou 4 vols hebdomadaires. Ça a amené donc un nouveau courant de consommateurs. Je ne vous apprendrai pas qu'à Dubaï et à Abu Dhabi, il y a 4 ou 5 vols quotidiens et réciproquement qui volent des Émirats vers Israël. Et donc, ça crée de la consommation. Il y a des grands projets énergétiques qui ont été lancés, il y a des grands projets technologiques qui ont été lancés, et tout ça est créateur de valeur et créateur d'emplois. Donc ça, c'est le deuxième carburant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la crise économique est en train de s'aggraver, s'amplifier. Est-ce que cela risque de peser sur ces bonnes idées, ces grands projets qui sont engageants pour plein de nations? Est-ce que ce défi sera relevé? Écoutez, ça dépend de où on vit la crise économique ou pas. Pour être tout à fait franc, la situation dans les différentes parties du monde n'est pas équivalente. Aux États-Unis, on est quasiment en situation de plein emploi. Moi, j'ai même du mal à recruter aux États-Unis. Donc, on ne sent pas vraiment la crise aux États-Unis malgré l'inflation. Et les entreprises qui ont fait beaucoup de profits s'adaptent et augmentent les salaires. Je crois qu'effectivement, dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient, on ne ressent pas de crise économique. La consommation est à son maximum. Les prix du pétrole aident les budgets excédentaires qui seront sûrement excédentaires, en tout cas si le pétrole ne s'effondre pas. Et en Asie, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que c'est sous cloche actuellement à cause du Covid. Mais je n'ai pas l'impression que l'économie chinoise soit totalement en panne. Là où on voit effectivement des crises économiques, c'est l'Europe dans sa globalité, mais ça datait d'avant le Covid. Et il va falloir que cette crise soit résolue sous une forme ou sous une autre, avec effectivement beaucoup plus de collaboration. Mais effectivement, d'un côté, vous avez l'emploi qui apparemment a l'air de chuter. Maintenant, la vraie question, c'est comment ces dettes qui ont été contractées en milliards d'euros et de dollars pendant le Covid vont être absorbées ou épongées, sauf à peut-être, et c'est peut-être utopique de ma part, à penser que tous les pays vont se mettre d'accord en se disant « Allez, on éradique la dette mondiale et globale parce que de toute façon, même si la planche à billets a tourné, on ne va pas laisser 5 ou 10 générations futures payer la dette du Covid. » Mais bon, je sais que c'est ce que le président Macky Sall, qui d'ailleurs maintenant est le président de l'Union africaine, appelle à ce nouvel ordre mondial. Et je pense qu'il a raison, il faut qu'on l'écoute et il faut qu'on s'assied sérieusement pour parler de ce nouvel ordre mondial que certains leaders réclament. Très important. Pour le grand communicateur que vous êtes, les mots branding, grande marque, etc. comptent beaucoup. Comment sortir des gadgets dans un monde qui a complètement, radicalement changé, en tout cas ces 2 dernières années particulièrement? Je pense que les pays sont devenus des marques. Vous avez tout à fait raison. Les pays sont des marques. Et qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont beaucoup mieux informés ne sont pas stupides. Et ils savent quelles sont ce qu'on appelle en anglais les loved marks, les marques aimées. Et c'est ce qui explique des migrations. Je n'ai jamais vu autant de jeunes venir vers Dubaï. Dubaï est devenu une loved mark qui attire les gens. Pourquoi? Je leur pose la question. Pourquoi ce petit État qui laissait l'image d'un pays superficiel, certains l'appelaient le Disneyland, le bling-bling, l'État bling-bling. Mais j'y vois de plus en plus de jeunes couples très éduqués, avec des enfants, dans des métiers très sérieux, dans le conseil, dans la stratégie, dans l'architecture, dans l'industrie,
qui viennent vers l'État de Dubaï, pour prendre cet exemple. Comme à l'époque, il y a eu un Eldorado vers Hong Kong ou des départs vers Singapour, où là aussi, il y a des gens qui viennent. Mais tout simplement parce qu'ils associent à cette marque quelques valeurs qui sont la sécurité, l'éducation, des bons systèmes éducatifs, et également une qualité de vie, très important. Et la santé, un bon système de santé. Et donc, pour revenir à votre question, les marques qui représentent ces 4 valeurs, qui sont, je le répète, la sécurité, un bon système d'éducation, un bon système de santé et une qualité de vie qui respecte l'individu et sa famille, attirent et vont attirer de plus en plus de citoyens. Et même au sein des États-Unis, on voit des mutations vers l'État de New York, un grand exode vers la Floride, parce que la Floride offre ces valeurs, y compris avec un système de taxation qui est bien inférieur à celui de l'État de New York et qui fait que ça permet une meilleure qualité de vie puisqu'on est moins taxé, donc on a un peu plus de revenus. Et c'est des phénomènes que je vois de mes propres yeux. J'étais en Floride la semaine dernière. Vous n'avez pas idée de comment la ville de Miami n'est plus du tout une ville de retraités, mais c'est une ville aujourd'hui de jeunes entrepreneurs, de gens qui sont à fond dans l'intelligence artificielle, dans la technologie, dans le métaverse. C'est hallucinant comment il y a ce type de mutation. Les gens quittent la Californie, et notamment Los Angeles, qui est devenue malheureusement une ville avec un taux de criminalité au plafond, pour aller aussi vers la Floride. Et c'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu avant, une immigration de la Californie vers la Floride. Je vois que votre tropisme est très marqué vers les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Mais quelle est la place de l'Afrique, votre regard sur l'Afrique, la France-Afrique, cette relation Afrique-monde, quel est ce regard? Non, je ne souhaite pas qu'on laisse penser que nous ayons et que personnellement on ait une direction totalement orientée vers le Moyen-Orient. On est relativement bien équilibré puisque même nos activités nous ont amenés pendant la période du Covid de New York à Singapour pour la grande conférence Bloomberg que nous avons organisée sur la nouvelle économie, également en Afrique où d'ailleurs on a des équipes actuellement et on s'est redéployé de façon très forte en Afrique depuis Dakar, où nous travaillons sur un certain nombre de projets, y compris dans le domaine économique, politique et sportif. Donc, nous avons un panorama d'activités qui est assez bien équilibré. La région où nous sommes le moins présents, et parce que je pense qu'elle est de plus en plus fermée, c'est l'Asie. Elle est de plus en plus fermée sur elle-même. Maintenant, comment je vois l'Afrique, qui est le continent, comme je le dis, où je suis né, et qui reste et restera toujours cher à mon cœur et sur lequel nous allons encore redéployer beaucoup d'efforts. Et nous parlons à beaucoup de chefs d'État qui sont concernés par la situation actuelle et qui essayent de stabiliser. Je pense tout simplement que l'Afrique ne va pas échapper, pour faire une comparaison avec le monde des affaires, à ce phénomène ESG. ESG, c'est précisément ces paramètres qui font que les investisseurs vont de plus en plus dans les entreprises qui répondent à ces paramètres de ESG. E étant des critères environnementaux, S étant le social et G la gouvernance. Eh bien, je pense aujourd'hui que vers l'Afrique, il faut que les chefs d'État s'imposent une stratégie qui va intégrer ces valeurs ESG. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des stratégies qui vont satisfaire sur le plan environnemental et climatique, parce que les populations ne veulent plus avoir à subir des inondations, des tsunamis, des réchauffements qui entraînent la sécheresse, et qui dit sécheresse dit une immigration climatique. Ils veulent également de la gouvernance. C'est très important. Il faut éradiquer, même si c'est un vœu pieux, la corruption. Il faut l'éradiquer. Moi-même, dans mon domaine, j'ai renoncé à un grand nombre de projets, et je n'ai pas honte de le dire, parce que j'avais en face des phénomènes de corruption. Et j'ai préféré me retirer que de rentrer dans quelque chose qui est contraire à mon éthique depuis 30 ans. Il faut éradiquer la corruption. Et sinon, il y aura encore des séries de coups d'État. Et ce qui crée de l'instabilité terrible. Et troisième, et je sais qu'un grand nombre de chefs d'État essaient de se battre contre ça. J'ai toujours été positivement impressionné quand j'ai atterri il y a quelques années au moment d'organiser les assemblées générales de la BAD à Kigali, et tout le long de l'aéroport, entre l'aéroport de Kigali et la ville, il y avait des grands panneaux d'affichage qui ne faisaient pas la promotion d'une marque de textile ou de voiture. C'était investment, yes, corruption, no.
Je dois dire que le président Kagame, depuis le début, a été très sévère sur ce genre de choses, et un grand nombre d'autres chefs d'État que nous connaissons, vous et moi, ont cette éthique importante. Et enfin, le social. On doit absolument avoir une politique sociale. C'est ce que je n'ai cessé de défendre quand on a fait le New York Forum Africa, où, avec le président Ali Bongo, nous étions en train d'essayer de convaincre ses pairs qu'il fallait investir dans le social, qu'il fallait investir dans l'éducation. C'est de là qu'on a lancé le programme Train My Generation avec l'éducation, où il fallait que les États investissent dans tout ce qui est l'éducation spécialisée pour créer des vrais emplois et pas uniquement faire des super diplômés qui finalement se retrouvent chômeurs, et qui a été, comme le cas en Tunisie, à l'origine du printemps arabe où malheureusement ce pauvre jeune super diplômé s'était immolé par le feu parce qu'il en avait marre d'être un vendeur de légumes. Je vois que au cœur de votre démarche, la géopolitique est omniprésente et un axe fort chez vous. On aurait aimé passer plus de temps avec vous sur plein de sujets, les pays émergents et plein d'autres. On aura peut-être l'occasion un autre jour. Et en tout cas, je vous remercie, Richard Attias, d'avoir accordé cette exclusivité. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci infiniment, merci à vos équipes et merci mon cher Hichem Ben Yaïch pour l'attention que vous nous portez. C'est toujours un immense, immense plaisir de converser avec vous. Le temps passe trop vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci mon cher Hichem. Merci. Au revoir.